J'accueille maintenant Malek Bouti. Malek Bouti, bonsoir. Bonsoir. Irène, Keoué, Kim, qui a remplacé Anka. Enchanté. Tiens, vous dire. Jules-Édouard Moustique, Laurent Baffy, Benoît Delépine, Malek Bouti, donc futur ministre. Hein, vous avez intérêt à baliser, mes enfants. C'est déjà au comité directeur du PS. Hein. Ça ne fait que monter, Malek. Hein. Ouais, doucement, doucement. Doucement, doucement, mais ça monte quand même. Alors, vous êtes né en 1964 à Levallois-Perret, endroit où, en 1983, vous fondez votre première association, une association Beurre. En 1999, vous êtes président de SOS Racisme, après Arlène Désir, Julien Drey, Fodé Silla. Vous êtes le premier président de SOS Racisme d'origine maghrébine. Et en 2003, au dernier congrès du PS à Dijon, vous êtes nommé donc délégué national aux questions de société, ce qui veut dire que si un jour le PS revient aux affaires, vous serez ministre de la ville, quoi. Non, c'est pas sûr. Alors, vous n'êtes pas membre du PS, hein, c'est ça le problème, c'est que quand vous êtes arrivé pour l'élection du secrétaire général de l'Essonne, vous êtes arrivé pour voter, vous n'étiez pas inscrit au PS, hein, vous avez payé votre cotisation comme ça en vitesse, ils vous ont arrangé le coup. Ouais, non, mais... C'est sympa. C'est pas très grave, oui. C'est pas les détails. Moi, je pense qu'on juge pas les gens sur des cartes. C'est bien parce que vous le reconnaissez. Ouais. Parce que dans un premier temps, vous avez dit c'est un incident technique qui est dû à la mise à jour des listings. Maintenant, vous reconnaissez que vous n'étiez pas inscrit, puis voilà. Ouais, il fallait bien trouver une excuse pour sauver la face à tout le monde. Ben ça vous sauve la vôtre en tous les cas. Ouais, c'est très bien. Les hommes politiques qui disent la vérité, c'est toujours mieux. Alors, on connaît votre position. Hein. Refus de la logique des ghettos dans les cités. Des gens de qualité dans les banlieues, il y en a à gogo. Le problème, c'est que dès qu'ils réussissent, et c'est normal, ils se barrent, et tout le monde veut ça. Et toute l'idée de la politique de la ville, c'est de dire on va vous organiser les ghettos, on va vous mettre du marbre dans les ghettos, mais on s'en fout, on veut vivre comme tout le monde. Donc les gens s'en vont. Voilà. Alors en plus, dans ces quartiers, disons, c'est une politique d'assistanat. Moi, je trouve d'un certain point de vue que le racisme moderne, il est plus comme avant. Avant, on vous disait que vous étiez une race inférieure, on vous enfermait, on vous mettait des chaînes. Aujourd'hui, c'est pas ça. On vous dit, vous êtes une pauvre victime, t'es un pauvre gars, vraiment t'as pas de chance, d'ailleurs tu vas pas pouvoir faire des études comme les autres, puis d'ailleurs tu vas même pas pouvoir bosser, alors on va te donner un chèque scolaire, un chèque vacances, un chèque truc, et avec c'est le minimum dans toutes les catégories, et puis c'est tout. Ouais, c'est la vie en minimum. C'est la vie en minimum, exactement. Oui. Alors, pour vous, il faut soutenir la majorité silencieuse de ces quartiers, pas se laisser intimider par les voyous dont vous dites que ce sont des gangsters qui terrorisent les quartiers, violent les filles en tournante et cament leurs petits frères jusqu'à l'os. À chaque fois, on valorise les mecs qui sont en train de dériver et on dit on trouve des explications, on en fait même des héros. Et tant et si bien qu'au bout d'un moment, on ne comprend pas une chose, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent dans la galère, qui n'ont pas de pognon, qui ont plein de problèmes, mais qui, eux, n'en veulent pas aux autres. Ne sont pas des sauvages, ne veulent pas agresser n'importe qui dans la rue. Et moi, je trouve que ceux-là, on les entend jamais. Ceux-là, ils intéressent personne, ils n'ont pas la casquette en train de dire nique ta mère, tout ça. Pour eux, alors, ça ne les intéresse pas. Pour eux, je parle. Vous supportez pas qu'on fasse passer les voyous des cités pour des victimes, et vous avez cette phrase, nos parents qui fait ce pays, nous ne sommes quand même pas des fils d'esclaves. Mon père qui me fait naître ici, c'est comme Dupont de Nemours qui choisit de s'installer en Amérique. C'est assez beau. Oui, je crois que c'est vrai. C'est vrai que les immigrés vivent pas l'installation en France comme les immigrants vivaient l'installation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rêve américain, il n'y a pas de rêve français. Il y a un rêve français, mais personne n'a le droit de le dire. Mais c'est pas que pour les immigrés, on est dans un pays où on a le droit de dire que ça va mal. Vous n'avez jamais le droit de dire que le matin en vous levant, que tiens il fait beau, qu'on est dans un pays sympa, qu'il y a d'autres choses, qu'on rencontre des gens. Et donc les immigrés, on raconte une histoire, ils ont été exploités, tout ça. Non, ils voulaient quoi? Ils voulaient s'en sortir. Bon, ils ont traversé des galères, mais tout le monde en traverse. Mais sur le fond, moi je vois mon père par exemple, quand j'étais enfant, il n'arrêtait pas de dire à plus tard je retournerai au bled, vivement la retraite. Aujourd'hui, il a la retraite, il a sa maison au bled. Mais n'empêche qu'au bout de 6 mois, il est pressé de revenir dans le RER. Bon, et c'est normal parce qu'il y a plein de choses qu'on aime dans un pays, même la pluie, on finit par l'aimer. Moi non. Non, moi si, j'ai mis du temps, mais j'ai fini par m'habituer à la pluie de Paris, moi. Ça a mis du temps. Au début, j'étais vraiment flippé. Alors, tout ça dans la laïcité absolue. Pour vous, la laïcité, c'est la clé de voûte de la République. Vous êtes contre le port du voile à l'école, définitivement. Hein? Oui, définitivement. Moi, que des filles veulent porter le voile, je leur donne le droit, c'est la démocratie. Ils peuvent aller dans une école privée porter le voile, mais je crois qu'il faut respecter l'école publique. L'école publique, c'est tout le monde paye des impôts pour éduquer tous les gosses. Il y a un contrat minimum, c'est de respecter tout le monde, voilà. Il n'y a rien qui leur est contraint.
Vous n'êtes pas musulman, vous, hein? Non, moi, à titre personnel, non. Vous mangez du porc? Surtout le petit salé aux lentilles que j'adore. En général, il n'y a pas beaucoup d'interdits que j'accepte. Sarkozy, on vous entend pas trop dénoncer sa politique sécuritaire. Ben, c'est-à-dire, ce qui me gêne, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on va prendre une mesure pour protéger les gens, c'est le fascisme. C'est pas tout le temps le fascisme, quoi. Je veux dire, tout le monde n'est pas fasciste, et surtout qu'à force de dire ça, on banalise ce que c'est que le vrai fascisme. Donc vous dénoncez pas trop la politique sécuritaire de Sarkozy, mais quand il interdit, par exemple, qu'on se réunisse à plus de 3 dans les halls d'immeubles, c'est quand même une connerie. J'ai traîné dans les halls d'immeubles, donc je sais ce que c'est. Je voyais bien, les gens y rentraient, ils étaient comme ça, ils nous voyaient à 11h le soir. Ce que je trouverais juste, c'est de dire, voilà, si on ouvre une structure la nuit, et on dit voilà c'est ouvert toute la nuit, c'est gratos, tu peux y aller, là l'interdit a un sens. Mais alors, à des gens qui, par exemple comme moi, qui n'avaient pas de carte bleue à l'époque, hein, qui n'avaient pas d'argent, qui ne pouvaient pas sortir, et quand on pouvait sortir, on nous disait pas vous, pas ce soir, évidemment il faut proposer quelque chose, parce que c'est comme ça, on a un caractère dans les banlieues, on reste pas devant la télé toute la soirée, et on n'est pas en train de dire la comtesse de Ségur, bon c'est pas notre truc, voilà, mais on n'a que le hall, voilà. Et si on a autre chose que le hall, dans ces cas-là, on comprend qu'on nous dise non, vous pouvez pas traîner dans le hall. Donc pourquoi vous dites pas Sarkozy dit des conneries quand il nous interdit de nous réunir dans les halls? Mais ça je le dis, mais bon, on entend ce qui intéresse. Non, ce qu'on entend surtout, c'est que vous combattez Sarkozy sur sa promotion de l'islam comme une identité, en fait, avec le Conseil français du culte musulman. Vous dites qu'il met en selle des intégristes. Oui, parce que qu'il y ait des mouvements intégristes, il y en a dans toutes les religions, il y en a dans l'Église catholique, etc. Qu'on en fasse les représentants, qu'on aille à leur congrès, qu'on fasse sur le fond, moi je vais vous le dire, les gens ils doivent avoir les jetons de voir ces gens-là. Et c'est normal qu'ils aient les jetons, on voit partout dans le monde ce qu'ils sont en train de faire. C'est des gens qui font souffrir. D'abord, c'est eux qui ont tué le plus de musulmans ces dernières années, c'est quand même une vérité. C'est des attentats, des trucs. Il y a tellement de musulmans qui sont cool. Il y en a tellement qui ont une pratique de cette religion qui est peinard. On n'a trouvé que ces barbus pour nous représenter. Et ben, moi, je crois que par derrière, il y a un projet. C'est-à-dire, ce que je crois par derrière, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ils osent pas trop le dire parce que c'est un peu tabou en France, mais il y a des gens qui disent la République, on s'en fout sur le fond, c'est dépassé. On n'a qu'à faire comme tous les autres. On cherche, je vais parler un peu vulgairement, mais on cherche un bon chef bougnoul, comme ça avec lui on échange des miroiteries, des petits bijoux, des petits postes, et les autres dans leur ghetto, et qui nous foutent la paix. Et on leur fera des ils font leur trafic de dope, à la limite on s'en fout, c'est leur business. Du moment que ça reste là-bas, et du moment qu'ils nous foutent la paix. Et moi je suis contre ça. C'est-à-dire moi je suis pour le métissage de la société. C'est-à-dire que je trouve que la société française, son avenir, sa beauté, c'est le mélange. Ah, ça craint. Alors, vous savez, Bouty, j'ai essayé de comprendre votre foi dans les valeurs de la République, et en fait, ça n'a pas été long. J'ai trouvé assez rapidement. Dans les années 60, donc, votre père, Zerouk Bouty... C'est sympa de dire son nom, parce qu'en général, on dit toujours votre père, et c'est un prénom qui est tellement... Zerouk. J'ai presque eu honte quand j'étais petit, parce que c'était un nom qui est tellement pas français. Il s'appelle Zerouk, et c'est vrai, et voilà, c'est gentil de l'avoir dit. Zerouk, Kabyle, ancien du FLN, vient travailler sur les chantiers français. Sa femme, votre mère Aïcha, est femme de ménage. Vous vivez à Levallois-Perret dans un baraquement assez insalubre, ni eau courante, ni toilette. Et à 9 mois, vous attrapez la polio. Vous êtes hospitalisé jusqu'à l'âge de 3 ans, vous êtes opéré plusieurs fois, vous êtes appareillé pendant votre enfance. Et là, vous réalisez la chance que vous avez, c'est-à-dire d'avoir bénéficié des hôpitaux de la République, du service public de la santé, des soins de haut niveau qui vous ont été offerts par la République. Et vous vous dites, dans le tiers-monde, les polios sont condamnés à ramper par terre toute leur vie et en plus à recevoir des coups de pompe comme des animaux. Ouais, parce que souvent les gens dans la société actuelle, je le remarque, disent ouais mais on fait rien pour... Et comme si tout était normal, je veux dire, comme si c'était normal. Quand on voit la misère dans le monde d'avoir de l'école jusqu'à 18 ans, quand vous tombez malade, vous rentrez aux urgences, on ne vous demande pas votre carte bleue. Il y a d'autres pays, ça se passe comme ça. Vous n'avez pas de carte de crédit, eh ben, dommage pour vous, au revoir. Quand on se balade et qu'on voit toute cette misère dans le monde, on se dit oh, on a une chance extraordinaire. On peut même se poser des problèmes psychologiques tellement notre ventre est plein. Et bon, donc je trouve qu'à un moment, quand on a reçu, il faut savoir redonner. Voilà. C'est bien. Alors cette tragédie de la polio se transforme en chance puisque vous êtes incapable à ce moment-là d'aller travailler sur les chantiers avec votre père, vous vous retrouvez dans les bureaux comme on dit et vous vous lancez dans le militantisme jusqu'à SOS Racisme. Là vous rencontrez évidemment, là d'un seul coup c'est le bonheur, vous rencontrez François Mitterrand, Bernard-Henri Lévy, d'un seul coup vous devenez une espèce de star. C'est-à-dire tout d'un coup quand vous passez de la cité à tout ce qui brille, tout ce qu'on voit dans la société,
soit vous avez une situation d'envie, et c'est un mauvais réflexe, ou soit vous ouvrez bien les yeux, vous apprenez. Parce que moi, je ne crois pas que les gens deviennent des vedettes, comme on dit, ou des grands responsables, s'ils n'ont pas de qualité. Il n'y a pas de hasard, on n'arrive pas en haut. Et ces gens-là, quand vous savez vous taire au lieu de les critiquer et apprendre ce qu'ils ont de meilleur en eux, vous apprenez beaucoup de choses. Et pour moi, ça a été une chance. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas, Malek, là, le début de la récupération, vous devenez pote avec Chirac? Ouais. Ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Je suis plutôt fier de ça, parce que je trouve que, on me l'a souvent dit, on m'a dit, ouais, mais Chirac, c'est le bruit et l'odeur et tout ça. Bon, d'abord, tout le monde a dit des conneries dans sa vie, moi le premier. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a dit non au Front National et qui a perdu les 2 plus grandes régions de France, parce que c'est facile d'être contre le Front National quand de toute façon, ça vous fait rien perdre. Alors, ah bah, les pancartes, les machins, les écharpes, etc. Et puis d'ailleurs, par derrière, vous en dites pas moins. Et lui, il a dit, ok, on perd ça, c'est des milliards d'euros, des postes d'élus, tout ça, mais je préfère être digne que de perdre ça. Bah, chapeau, voilà, là. Et puis à un moment, respect. Voilà, donc déjà Chirac, c'est réglé. Alors, un Chirac, 2 les flics. Vous dites les flics, c'est pas l'ennemi, le flic à 7500 balles par mois, c'est pas mon ennemi. Non, c'est pas mon ennemi. Et je le dis d'autant plus que quand j'étais ado, hein, moi quand je croisais une voiture de police, franchement j'avais peur. J'ai eu très peur, j'ai eu beaucoup de contrôle d'identité, je sais ce qu'on peut ressentir profondément. J'ai mis du temps, mais maintenant que j'ai plus d'expérience, j'ai compris que si c'est pas la police qui est là pour faire un minimum de loi, parce qu'on leur met tout sur la gueule, mais alors il reste quoi? Il reste la loi du plus fort, le premier qui sort un flingue, un couteau. Bon, comme je fais 1m60, hein, je suis devenu raisonnable. Je me suis dit de toute façon, voilà, un gros pistolet. Et deuxièmement, aujourd'hui, dans les banlieues, je m'excuse, mais ceux qui tuent d'autres jeunes, c'est d'autres jeunes. Hein, c'est plutôt les règlements de compte, ceux qui passent avec les bagnoles, qui tirent dans le tas. Tiens, on a touché un gosse de 14 ans et tout ça. Ben, il y a un moment, il faut voir cette vérité en face. Elle fait mal, mais il faut la voir en face. Et il faut se dire qu'il faut arrêter de criminaliser la police parce que les criminels, ce ne sont pas eux, quand même, en dernière analyse. Chirac, les flics, les sans-papiers, vous êtes contre la régularisation globale de la situation de tous les sans-papiers? Ben, c'est-à-dire, je suis pour que la France, on est comme ça. Il n'y a pas d'immigration officiellement, et tous les 10 ans, on se rend compte qu'il y a 100 000 sans-papiers, etc. Alors moi, je préfère qu'on dise la vérité. C'est-à-dire, on a besoin d'immigration, on fait rentrer, je sais pas, 100 000 personnes par an, on les organise, on choisit les pays, mais on arrête ce truc d'hypocrite de laisser les gens, je vais vous dire, on mange tous au restaurant, tout le monde va au restaurant. Personne n'a été regardé dans les cuisines qui travaillent. On s'est pas rendu compte, comme par hasard, qu'il y a ces gens-là, sans-papiers, qui vivent. Il fait 40 degrés, ils sont payés avec des lance-pierres, etc. Et puis après on dit, ah, régulariser les sans-papiers quand on les a bien impressionnés. Moi je serais pour que les gens quand ils rentrent, d'abord je suis pour changer toute la loi française, je suis pour faire comme les États-Unis, sur le coup, une carte, vous avez comme la green card, voilà, vous rentrez, et une fois que vous l'avez, on vous fout la paix, vous bossez, et tant que vous êtes sérieux, on vous fout la paix. Alors évidemment, la récupération va très loin, vous avez fait la préface du livre de Kenza. Ouais. Mais d'ailleurs, je reconnais, j'ai bien aimé Love Story, moi. Et moi, j'ai trouvé que c'était une fille, j'ai accepté de lui faire sa préface parce que, justement, elle n'a pas fait la beurette de service, elle n'était pas là en train de dire « Ah, je vais vous faire un cos-cos », voilà. Et elle n'a pas fait l'intellectuelle non plus, genre j'ai bac plus 10 et donc je suis une Française comme les autres. Elle est une midinette, comme il y en a plein en France, nature, on s'est beaucoup foutu de sa gueule, mais moi je trouve que j'aime bien les gens quelconques, voilà. On a le droit d'être quelconque, hein. C'est bien quand même, il y en a quand même 60 millions des quelconques. Donc, bien, voilà. alors ça c'est Kenza, et alors dernière chose, alors là quand même ça c'est encore plus grave, Malek, vous jouez au golf. Ah, je joue au golf, ouais, j'adore. Je joue pas très bien, mais là, je joue au golf. Là ça sent son socialiste, hein. Ah non. Là on pense à Mitterrand, qui allait jouer au golf avec le docteur Braillard. À qui il offrait des maisons d'ailleurs, oui. Che Guevara joue au golf. Ah oui. Léon Trotsky joue au golf. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous avez quand même vous avez préparé votre défense, c'est bien. J'ai préparé, oui. Il y a quand même un problème avec SOS Racisme, on a lu ça jeudi dernier dans le Figaro et puis dans Le Monde. L'article s'appelle « Quand Jospin renflouait SOS Racisme avec des fonds secrets ». Au golf. Au golf. Oui, non, mais en fait, SOS Racisme... C'est la Cour des comptes qui le dit, hein, c'est pas une invention de journaliste. Hein. Un petit peu, mais parce que c'est quand même le Figaro qui le dit. Le Monde. Le Monde recopie sur le Figaro, ça lui arrive. Non, moi je le dis, en fait on est une association très pauvre. En fait voilà, quand vous aidez des gens qui n'ont pas de papier, quand vous aidez des gens qui sont ouvriers, qui ont des discriminations, je vais leur taxer 100 € pour les aider? Non, bah, je dépense, j'assume. À la fin j'ai des déficits ou j'ai des difficultés. Si je voulais faire de l'argent, c'est pas SOS Racisme qu'il faut faire. Donc voilà, c'est vrai, on est pauvre, on utilise le système D, mais comme je l'ai souvent dit, si en France on faisait un livre qui s'appelle « Comment arnaquer les impôts en 50 leçons », je suis sûr que je ferais le best-seller du siècle. Donc la morale et tout ça...
Vous pensez que quand c'est SOS Racisme qui fait du déficit, c'est moins grave? Ouais, j'assume, ouais. Enfin, Harlem Désir a quand même été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour détournement de fonds, quand même. Non, pas pour détournement de fonds, il l'a été parce qu'il était payé par une société qu'on a considéré qu'il n'avait pas été payé par cette société, c'est ce qu'on appelle les problèmes des emplois fictifs. Il a payé, point à la ligne, il a payé de sa propre poche, tout ça. C'est la vie, mais faut arrêter d'en jeter parce que, honnêtement, moi je trouve que pour pouvoir parler de ça, faut être totalement propre. Hein. Et moi j'aimerais bien voir qui est totalement propre. Totalement. Vous dites ça pour le Figaro ou pour Le Monde? Ouais, déjà pour le Figaro, pour commencer. Voilà. Le Monde viendra à son tour. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de frais qui ne sont pas justifiés. 400 000 francs en l'an 2000. Ben, c'est-à-dire, il n'y a pas les factures partout, on n'a pas tout classé comme dans une société où on a la comptabilité analytique. Bon, oui, ouais. C'est vrai, on se fait tirer. D'ailleurs, on a même un contrôleur aujourd'hui de gestion. On s'est fait tirer les oreilles, c'est la vie. Bon. Il y a les collègues des cotisations des comités régionaux qui ne remontent pas à Paris. Ouais. Vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, c'était vrai. Ouais. C'est vrai, oui. Ouais. Il y a des prêts d'honneur qui sont consentis aux potes qui ne sont jamais remboursés. Non, qui n'ont pas encore été remboursés. Mais... Faudécila à 60 000 francs. Bah, oui. Il a fait d'abord un chèque de 15 000 francs qui n'a jamais été encaissé. Oui, mais vous savez pourquoi? Non. Parce que quand Faudé s'est barré d'SOS, il n'était pas encore député européen. Il lui arrivait une galère, un truc de la vie, quoi. Il a perdu sa petite fille. Et dans la mort, il y a quelque chose de plus terrible, c'est les histoires d'argent. Voilà. Personne n'en parle jamais. Ça coûte très cher en plus. Hein, c'est terrible, mais... Je l'ai aidé, je donnais 60 000 francs. Non mais Faudécila, contre qui j'ai rien du tout, mais enfin c'est vrai qu'il est parti avec la Seat de la SOS Racisme. Oh, une Seat, hein. Attendez. Non mais attendez. Mais on lui a donné la Seat. Peu importe que ce soit une Seat ou une Rolls, quand on ne part pas avec la caisse d'une association caritative. Franchement, c'est pas pareil une Seat et une Rolls. En tout cas, essayez, vous verrez, c'est pas la même chose. Ouais, et en plus, elle avait 300 000 km au compteur, oui, c'est pas avec. Il n'était pas obligé de repartir en stop non plus. Non mais attendez, je ne suis pas en train de dire que c'est Croze-Marie. Simplement, il y a quand même des... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas l'arc, hein, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Pour vous, oui. Non, mais vous ne pouvez pas vivre. Aujourd'hui, il faut être honnête, si vous lancez, que vous commenciez une boîte, un magasin, n'importe quoi en France, honnêtement, si vous suivez 100% de la règle, bah, vous pouvez mettre la clé sur la porte le premier jour. Dans les sociétés, il y a quand même beaucoup de mecs qui se font rembourser les taxis et ça coûte beaucoup plus cher qu'une Seat. Hein. Ouais. Un email de Seat pour nous dire que les voitures font quand même 300 000 km. Bien, vous restez avec nous, vous, je vous salue.